On est un peu embêté. On fera l'émission avec vous, puis c'est tout. Ouais, écoutez. J'ai eu peur du coup. Hein? On n'a pas de... Merci Angélique, vos horoscopes sont disponibles sur angélique.fr et je vous rappelle encore aujourd'hui quelques petites perturbations du côté de la SNCF, notamment sur la ligne du Transilien H, 2 trains sur 3. Il est 9 h, voici un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous avec Sophia Dehart. Débutons avec l'usine de caoutchouc Raclos. Située à Brignancourt, près de Marine, elle quitte notre département pour aller dans l'Oise, à Chaumont-en-Vexin. Le déménagement s'effectue pour plusieurs raisons. Le prix du mètre carré est moins cher dans l'Oise, l'accès est plus simple pour les transporteurs et beaucoup de leurs salariés vivent à proximité de ce nouvel emplacement. La mairie de Brignancourt est soulagée de voir partir cette usine cet été car il y a beaucoup de nuisances sonores avec les passages des camions et il y a des odeurs désagréables. L'usine sera sûrement remplacée par des logements. À Montigny-les-Cormeilles, nous aurons la pose de la première pierre du groupe scolaire et du gymnase de la SAC près de la gare ce soir à 18 h. Ces deux nouveaux équipements porteront les noms de l'ancien footballeur Lilian Thuram et du paléo-anthropologue Yves Coppens, car il s'engage et travaille beaucoup à la lutte contre le racisme. D'ailleurs, à 19 h se déroulera une conférence sur le thème « Nous les humains », argumentée par ces deux personnalités et animée par le journaliste de France Inter, Daniel Fievet. Rendez-vous au Centre culturel Picasso, rue Guy de Maupassant, pour le débat. La réservation est conseillée sur le site montigny95.fr. Passons maintenant à un rendez-vous à ne pas manquer. Le printemps des roulottes revient aujourd'hui jusqu'au dimanche 8 avril. L'île de loisirs de Cergy-Pontoise compte recevoir au moins 5000 visiteurs. Il y aura 2 chapiteaux au lieu d'un et beaucoup d'activités vous attendent. De la musique bien sûr avec Overdust, Orgafat, mais aussi un repas participatif ainsi qu'un village dédié au troc. Tout se passe à la rue des Étangs. Allez voir le programme complet sur lesroulottesrusses.org. Voici une histoire qui se termine bien. À l'aéroport de Roissy, une jeune chienne nommée Marlin avait disparu le 26 mars dernier. Elle a été retrouvée après 9 jours de recherche dans un bois près de l'entreprise Cervère. Cette chienne est très fiante car en Vietnam, elle a subi des coups et risquait d'être abattue. Désormais, grâce à une poignée de bénévoles, elle va être chouchoutée par sa maîtresse Amélia en Grande-Bretagne. Finissons le flash avec un petit concours d'orthographe, ça vous dit ? Nommé drôle de zèbre, ce rendez-vous se pratique dès l'âge de 11 ans. C'est à la cafétéria de l'école de musique 8 boulevard Hippolyte Pinot à Enghien, le samedi 7 avril à 15 h. L'entrée est libre et gratuite sur inscription au 01 34 28 42 28. Merci Sophia, et maintenant vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie. Florence Fleur reçoit notamment le maire d'Ermont, Hugues Portelli. Très bonne journée. Je fais une longue introduction. Vous allez voir. Je suis obligée, vu tout ce que j'ai trouvé sur vous. Alors vous êtes au courant, pas trop quand même. Vous êtes au courant du projet de livre qui sort Bonjour, j'imagine. Au revoir, bonne journée. Il y a des mélanges qui vont sortir. L'hommage qu'on vous fait. Oui, les mélanges chez d'avance. Oui. Bon, ça va. J'ai trouvé ça en fouillant. Je suis pas complètement à la retraite, hein, j'ai gardé mes cours. Bah, allez, on y va parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques, tel est l'objectif du bar de l'économie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'antenne. Lundi, c'était la journée de l'autisme. IDFM soutient tous ces parents qui luttent pour leurs enfants et pour qu'ils soient diagnostiqués avant l'âge de 2 ans, car en ce moment en France, c'est plutôt autour de 5 ans que l'on détecte cette maladie génétique. Nous les soutenons aussi afin que la méthode ABA, mal connue même par les professionnels de santé, tout comme le dépistage, comme je le disais pour cette maladie pourtant génétique, soit beaucoup plus développée. Je rappelle que la France a été condamnée 5 fois par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question car elle se situe au dernier rang européen. Le 14 février dernier, nous recevions Stéphanie Valentini qui a créé la Maison de Léa
à Sarcelles. Soutenez-la, elle en a besoin, vous pouvez lui envoyer des dons notamment. Et elle a aussi besoin de bénévoles. Alors c'est encore la galère pour aller travailler ce matin car finalement les trains ne retrouveront leur roulement normal que ce midi. Trouvez-vous normal que l'on fasse grève alors que des négociations sont en cours? C'est la question que je pourrais poser à mes invités aujourd'hui. Oui, parce que j'accueille tout de suite Hugues Portelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Ermont depuis 1996. Vous avez été président de la communauté d'agglomération Vallée-Forêt en 2001. En 2004, vous êtes élu sénateur du Val d'Oise, puis réélu en 2011, où vous travaillez à la commission des lois. C'est logique, j'allais dire, car vous êtes docteur en sciences politiques, agrégé des facultés de droit. Vous avez enseigné le droit public, le droit constitutionnel, le droit parlementaire et le droit comparé des collectivités territoriales, et bien sûr, la science politique à l'université Paris II, Panthéon-Assas. En avril 2014, vous devenez le président de l'Union des maires du Val d'Oise. En 2017, vous décidez de ne pas vous représenter au sénatorial. Spécialiste de la décentralisation, vous avez été chargé de mission au cabinet du Premier ministre Édouard Balladur, conseiller juridique du ministère de l'Intérieur, en particulier sur l'évolution du statut de la Corse. Mais sur ce point-là, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. Alors cela ne vous suffit pas. Vous avez été chroniqueur au quotidien La Croix, collaboré à des revues, directeur scientifique de l'Institut de la décentralisation. Vous êtes cofondateur de la revue Pouvoir aux éditions du Seuil, qui sort son numéro 165 ces jours-ci sur les frontières. Ça sort même aujourd'hui, le 5 avril. Vous avez publié 12 livres, dont un avec Jean-Marie Colombani sur le double septennat de François Mitterrand, dernier inventaire. Et alors, petite surprise, un hommage littéraire vous est rendu cette année sous forme de livre. Il sortira, je vous l'apprends, le 18 juin aux éditions Dalloz. Dans ce livre, 30 contributions sont organisées autour de 3 thématiques. La vie politique française, la vie politique étrangère, deuxièmement, la théorie politique et l'histoire du socialisme, et troisièmement, les forces transnationales et la politique comparée. Je vous propose de revenir le présenter en juin, si vous voulez bien, avec quelques contributeurs. Ça sera fort intéressant, parce qu'à IDFM, nous faisons au minimum tous les mois une émission sur comprendre l'Europe, comprendre le monde. Aujourd'hui, nous verrons avec vous les particularités d'Ermont, quelles sont les réalisations qui font votre fierté, vos projets pour le futur, et nous commenterons l'actualité nationale en tant qu'agrégé des droits, c'est bien normal, la réforme des institutions présentée hier soir par Édouard Philippe. À vos côtés, 2 start-up. Tout d'abord, l'une dans Val d'Oise, représentée par Benjamin Rimaud. Bonjour. Bonjour. Avec votre associé Nicole Jacquin, vous fondez Angel Dom, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, qui offre une solution de suivi et de liaison médicale par Internet afin de faciliter la vie de chacun, de la famille, de leur entourage et de les maintenir à domicile. Donc c'est valable à la fois pour les personnes âgées et pour ceux qui ont des soucis de santé. Il faut dire que vous êtes tous 2 médecins gériatres et puis vous avez 2 autres investisseurs. Nicole Jacquin a été nommée comme l'une des 21 femmes entrepreneuses de l'année dans le domaine social au niveau international avec votre start-up. Vous nous expliquerez comment cela fonctionne, bien sûr, tout à l'heure. À vos côtés, une start-up de Paris, Simon Saut. Bonjour. Bonjour Florence, merci pour votre invitation. Vous fondez en 2016 Masque Génération, qui propose des masques de protection contre la pollution de l'air. Et l'originalité, c'est qu'ils sont thermoformables. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous est venue cette idée, comment ils se fabriquent, où on peut les trouver, combien ça coûte, bien sûr. On est toujours intéressé par combien ça coûte. Vous avez intégré Prevent2, on va dire, Care Lab, l'incubateur de la Fondation Ramsay Général de Santé. Et vous nous direz pourquoi et surtout qu'est-ce que cela vous apporte d'être chez un incubateur. Allez, on part tout de suite sur notre pépite musicale du jour. Je vous propose une chanson anglaise qui est de Alania Miles. Et voilà. Voilà, ça permet de se poser cette petite pépite. Je vais un petit peu. Surtout quand il y en a qui arrivent en retard. Il y avait eu le député, un des députés, je connaissais son nom. Alors, il arrive avec un quart d'heure de retard, le pauvre. Alors c'est bien, la pause, ça permet de... Alors figurez-vous que je recevais mardi, comme c'était les... Nous sommes tout de suite avec le maire d'Ermont, Hugues Portelli. Alors Ermont fait partie de la communauté d'agglomération du Val Parisis. Elle est située au cœur de la vallée de Montmorency, à 15 km au nord-ouest de Paris. Elle est limitrophe de communes comme Aubonne, Saint-Gratien, Sannois, Franconville, je ne vais pas toutes les citer. Riche de 28 832 habitants, on l'a rejoint par la ligne H,
et J du Transilien, soit au départ de la gare du Nord, soit de la gare Saint-Lazare et de par la ligne C du RER. Sa particularité, c'est d'avoir 4 gares, Hermont-Aubonne, Cernay, Hermont-Halte et Grosnoyer-Saint-Prix. Alors, Hugues Portelli, en 89, vous devenez conseiller municipal, et soit 9 ans après votre arrivée à Hermont. Quel concours de circonstances vous a poussé à entrer dans l'équipe à l'époque? Eh bien, écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Je vous dirais que c'est plutôt le choix du maire de l'époque, qui était Jacques Berthaud, et avec qui je partageais beaucoup de choses, y compris au niveau de la société civile. Et donc, il voulait qu'on reste un petit peu dans la tradition, on va dire, démocrate chrétienne, qui était celle de la ville depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bon, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que je n'étais pas du tout prévu pour ça, mais ceux qui étaient prévus pour cette succession se sont entretués lors d'une élection cantonale. Et donc, le maire m'a dit, bah, écoute, j'ai plus que toi, donc il faut que tu y ailles. Donc, c'est un boulevard qui s'est ouvert devant vous, et c'était une opportunité que vous avez saisie comme ça, au pied levé. Ben, c'est pas une opportunité que j'ai saisie, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. Parce que j'avais des engagements politiques, mais je n'avais jamais eu de mandat électif vraiment. En tout cas, en première ligne. Voilà, et j'ai découvert la fonction de maire, j'ai trouvé ça formidable. Passionnant. C'est la fonction la plus passionnante. Ah oui, aucun rapport avec les autres. Parce que vous avez été sénateur, comme je l'ai dit en Oui, introduction. Sénateur, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'était en lien avec ce que j'enseignais à l'université. Donc j'étais en plus, c'était presque à côté de ma fac. Bon, j'ai beaucoup aimé cette fonction de sénateur que j'ai exercée pendant 2 mandats. Mais honnêtement, le mandat de maire, quand j'ai eu à choisir, j'ai pas hésité une seconde. Donc c'était garder la mairie. Oui. Alors on y reviendra tout à l'heure avec la réforme institutionnelle, parce que ça va sans doute vous bloquer, vous nous direz ça tout à l'heure. Non. Alors quelles sont les réalisations qui font votre fierté sur Hermont en 29 ans d'exercice de mandat municipal? Écoutez, alors fierté, c'est un mot inapproprié, parce que bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu la chance d'arriver dans une ville qui était très bien gérée, donc j'ai continué dans cette ligne. Parce que l'objectif numéro 1, c'est quand même que nos électeurs sont aussi des citoyens et des contribuables. Donc ils veulent savoir ce qu'on fait de l'argent qu'ils donnent. Et donc de ce côté-là, on est bien géré. On est parmi les villes les mieux gérées du département avec Enghien, avec une différence de taille. C'est qu'on n'a pas les mêmes ressources et on a aussi beaucoup de logements sociaux. Oui, 30%. Voilà, 35. 35 maintenant. Le chiffre qui est arrivé avant-hier. À un moment donné, on était monté à 45%. C'est dû au fait que lorsque, dans les années 60, l'État a cherché une ville nouvelle, il avait d'abord commencé par choisir la zone d'Hermont-Franconville. Et une fois qu'on a exproprié la moitié de la commune, ils ont décidé d'aller à Cergy. Et donc, du coup, on a installé là des HLM, et puis voilà. Donc, on a cette histoire-là. Donc, le premier problème que j'ai eu à régler, c'était de réunifier la ville, parce qu'elle était vraiment coupée en deux, entre les parties d'habitat social et les autres. Je crois qu'on y est pas mal arrivé. Et puis, la seconde chose, c'était de lui donner un peu plus d'éléments de force à partir des atouts qu'elle avait. Vous avez dit tout à l'heure, c'est lui qui a 4 gares, 2 arrivées d'autoroute. Donc, c'est vraiment le nœud du département, en tout cas du sud du département. Donc, autant en profiter. Alors, ce que j'ai fait depuis 20 ans, ça a été d'attirer les services publics sur la ville. Et à partir du moment où l'État concentre ses services, autant qu'il les concentre à Hermont. Bien sûr. Et donc c'est ce qu'on a fait pour la police, pour le Pôle emploi, pour la sécurité sociale, pour la maison de justice et du droit. Bref, on a fait ça de façon systématique, y compris quand on est acculé à le faire, comme par exemple on a ouvert l'an dernier une maison de service public à la gare d'Hermont-Aubonne, parce que la SNCF a fermé la billetterie grande ligne, c'est incroyable. Et la Poste, un peu partout d'ailleurs dans le Val d'Oise, il faut avouer. Donc on l'a reprise. Et comme la Poste avait une poste qui marchait très bien à la gare d'Hermont-Aubonne, mais qu'ils avaient cru installer chez un marchand de vin installé dans la gare, ce qui est original de vendre du vin dans une gare, évidemment ça n'a pas marché. Donc du coup, qu'est-ce qui a repris la Poste? La ville. Donc c'est la ville qui se substitue au service public. Donc oui. Maintenant, c'est vous qui vendez les billets de train. On ne vend pas le vin, mais on vend par contre les billets de train. On récupère les colis, les timbres, et puis on a installé du coup 2 choses. On a installé une antenne de la mairie avec passeport et carte d'identité, comme ça les gens font tout sur place.
Et puis deux, on supplée à la numérisation, c'est-à-dire que beaucoup de services aujourd'hui passent à la dématérialisation, et beaucoup de gens sont très démunis par rapport à ça, et pas seulement les personnes âgées. Hein. Et du coup, on a installé là des ordinateurs avec des écrivains publics du 21e siècle. C'est-à-dire des gens qui vous aident à remplir les dossiers sur le net, à faire des scans, etc. Donc Voilà. là, ce que vous venez de nous dire, c'est que vous voyez qu'il y a deux, on va dire, typologies, deux types de personnes, ceux qui savent se servir de l'Internet et ceux qui ne savent pas, et pas seulement les personnes âgées. Bien sûr. Donc est-ce que vous croyez que c'est une fracture nouvelle de la société? En tout cas, c'est une facture qui existe depuis qu'on a commencé à dématérialiser et qui, à mon avis, va durer quelques temps. Hein. Parce que tout le monde ne va pas se mettre au net et puis tout le monde n'a pas un scanner chez lui. Hein. Donc voilà, donc on le fait. Pour vous donner une idée, on a une moyenne de 250 personnes par jour qui passent à la maison de service public. Oui, c'est énorme. Ce qui est énorme. Hein. Énorme. Ce qui prouve que ça correspondait à un vrai besoin. Donc ça, honnêtement, vous parliez des choses dont j'étais content. Voilà, de Bien sûr, fierté, moi je c'est parle. excessif. Mais bon, je pense que là, on a fait œuvre utile. Et bon, il y a quelques... Alors, on est en train d'ouvrir une agence postale dans le quartier des Chênes. Parce que là aussi, la poste ferme, c'est nous qui reprenons. Oui, parce que vous êtes une commune, 28 000 habitants, ça fait quand même Oui, du on va monde passer à gérer. 30 000 là, dans cette année, durant cette année. Donc voilà, donc c'est comment remplir mieux nos services à la population, première chose. Et on essaie de le faire de façon systématique. La deuxième chose, c'est nos devoirs de solidarité. Alors on les a d'abord chez nous, avec nos propres habitants, donc on veille à ce que la qualité des HLM, notamment, soit améliorée. Mais on le fait aussi de façon plus générale. Par exemple, on est la seule ville du Val d'Oise à avoir depuis maintenant 11 ans une collaboration avec la maison d'arrêt, Doni. C'est-à-dire qu'on aide les détenus à trouver du travail, à se former, à avoir une meilleure estime de soi, hein, puisqu'on envoie notre conservatoire, notre école de théâtre sur place pour leur apprendre à avoir à mieux se valoriser. Hein. On accueille aussi, les accueille avec leurs enfants à la piscine. On leur apprend à faire, vous donner une idée, on leur fait passer des concours d'arbitre de foot. Alors, vous n'allez pas apprendre à un détenu les règles de droit comme ça. Hein, on n'est pas à la fac. Par contre, leur dire que même dans le sport, il y a des règles. Eh bien voilà. Alors, du coup, il leur arrive des fois d'arbitrer des matchs de gens qui sont en liberté. Donc, ils viennent. Bien sûr. Voilà. Et puis, quand on les fait travailler, ils sont logés au CPCV, vous savez, à Saint-Prix. Et ils travaillent chez nous ils ont des CDD de 3 à 6 mois. Donc c'est une manière de les réinsérer dans la vie sociale Voilà. avant leur sortie de prison, j'imagine. Oui, tout à fait. Et combien de temps il faut pour qu'ils se réintègrent à peu près? Écoutez, il y a des fois des cas désespérés. Y compris, je vous raconte une histoire. Une fois, il y avait un gars comme ça, un jeune qu'on avait recruté comme régisseur du théâtre, adjoint. Et donc voilà, on était contents. Il avait un CD de 6 mois, il a fait 3 mois. Il y avait 3 mois qui étaient donc 3 mois, période où il était encore sous sa peine, hein, et puis 3 mois où il était en liberté pour faire la jonction avec logement qu'on lui a trouvé. La veille de la fin de sa peine, il est parti avec sa copine. Mince. Et du coup, il est reparti, il a replongé, puis il est reparti à 15-0. Quoi. Donc des fois, on a des goûts comme ça, et puis voilà, donc c'est la vie. Oh, et puis des fois, ça marche, ils y arrivent, et puis... Bon. En fait, c'est des personnes qu'il faut suivre un certain temps pour être sûr que psychologiquement, ils ne retombent pas dans leur travers, quoi. Voilà. Alors, restons un petit peu sur ce sujet. Vous avez dit 35% de logements sociaux. Vous avez entendu la semaine dernière la démission du maire de Sevran. Vous comprenez sa décision? Écoutez, bon, le problème est compliqué. Aujourd'hui, on se trouve face à 2 difficultés. C'est vrai. Les villes où il y a beaucoup d'HLM ou celles où il y en a moins. Oui, lui, il dit carrément qu'il est laissé tomber par l'État, finalement. Écoutez, c'est un peu ça qu'il dit. Bon, moi, pourtant, je suis juriste, mais j'aime pas trop le mot État, avec un grand E. Je vous préfère n'aimez parler pas des gens qui y sont. Voilà. Voilà. Donc, il y a des gouvernements, il y a des parlementaires, il y a des fonctionnaires. Voilà. Mais l'État, c'est tout ça. Hein. Oui, c'est l'État, tout ça. c'est même aussi nous, les citoyens, qui votons hein, et qui payons des impôts. Donc, c'est un peu tout ça, l'État. Alors, il se trouve que les gens qui dirigent le pays actuellement, ils ont une volonté de recentraliser autour de l'État le logement social. On peut être pour, on pourrait être contre. La question, c'est de savoir comment. Alors, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'en ce moment,
il y a un projet de loi, le projet de loi Elan, qui vise à regrouper dans d'énormes entités les bailleurs sociaux. Alors nous, par exemple, on a un petit office HLM qui marche très bien, qui a été créé en 1932. Vous voyez, bon. Et on va être mangé, on va être absorbé. Donc là, en ce moment, on est en train de savoir qui va nous manger. On va essayer de choisir. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème, regrouper dans des grandes entités qui feront des dizaines de milliers de logements. L'objectif de l'État, évidemment, entre guillemets, c'est de récupérer de l'argent et de prendre dans les fonds propres de ces bailleurs sociaux. Bon. Et puis de favoriser, si possible, ceux de l'État, c'est-à-dire notamment ceux de la Caisse des dépôts. Voilà. Deuxième chose, c'est l'objectif donc des communes, qui est fixé déjà depuis la loi SRU, de faire un pourcentage minimum de logements sociaux. Alors, moi, avec mes 35%, j'ai pas de problème. La dernière loi qui a été votée, la loi COS, en 2017-2016, prévoyait qu'il fallait avoir au minimum 25%. Bien. Alors, c'est pas facile à obtenir dans certaines villes. Oui, par exemple, en Gain, il n'y a pas de place. Donc il y a des villes où on ne pourra jamais y arriver. Donc, à mon avis, il faudrait quand même réfléchir un peu à la faisabilité de ça. La deuxième chose aussi, c'est que qu'est-ce qu'on appelle un logement social ? La loi COS, c'est une loi qui oblige à construire des logements ultra sociaux. Bon, alors je comprends qu'il y a des problèmes pour loger des personnes qui sont en DALO, etc. Mais il faut aussi qu'on ait un minimum de personnes qui payent leur loyer. Bon, ça c'est quand même bien. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre les bailleurs en difficulté, surtout si en même temps on leur pique leurs fonds propres par une autre main. Voilà, parce qu'après on ne peut plus entretenir les immeubles, c'est ce qu'on voit, et qui se dégradent. Voilà. Et là, pour vous donner un exemple du côté parfois un peu irrationnel de certaines décisions, l'une des décisions qui a été prise, c'est que les préfets reprennent leur contingent d'habitat social. Voilà, c'est que quand vous construisez des logements, vous devez en donner une partie à l'État, au préfet, qui gère les attributions de logement. Bien. Et donc, le préfet reprend. Donc, du coup, le problème, c'est que les bureaux de la préfecture ne sont pas forcément ceux qui connaissent le mieux le terrain, ce qui fait qu'on voit arriver parfois le même genre de personnes dans les mêmes cages d'escalier, ce qui est ingérable. Et puis, le deuxième problème aussi, c'est que l'État, quand vous ne respectez pas les 25%, vous colle des pénalités financières. Bon, moi, ça, à la limite, je comprends. Mais si vous n'arrivez pas à régler le problème, et on a vu dans certains groupes pas, l'État vous reprend au maire le droit de préempter. Bon. Alors, ce qui est quand même une atteinte à la libre administration des collectivités. Et alors, c'est d'autant plus bête que le préfet, en fait, est incapable de se servir de ce pouvoir qu'il a repris au maire. Et du coup, il demande au maire de l'aider à le faire. Mais alors, vous voyez, on se retrouve dans une situation complètement aberrante. On vous prend un pouvoir que vous avez, qui est un pouvoir que vous avez en tant que responsable de la collectivité, non pas en tant que agent déconcentré de l'État. Et en plus, comme on ne sait pas faire, on vous demande de vous aider à gérer le pouvoir qu'on vous a pris. Donc en ce moment, il y a évidemment une révolte de pas mal d'élus contre ça. Mais je comprends pas, on ne comprend pas pourquoi vous, les maires, n'arrivez pas à vous faire entendre de la haute administration, puisque là, vous me parlez de la haute administration. Écoutez, pour être honnête, les maires, c'est 36 500 communes en France. Ça va de maires de 40 habitants à des maires de 2 millions. Il n'y a pas du tout de cohérence entre eux, il n'y a pas de solidarité. Les grands, les petits, les urbains, les ruraux, les moyens et les grands, ceux qui ont des HLM et ceux qui n'en ont pas ou presque, ces gens-là n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes richesses non plus. Manque de solidarité entre les maires. Il n'y a pas de solidarité entre les maires. Et puis, surtout, l'une des choses qui nous rend un peu plus démunis, c'est qu'avant, on avait beaucoup d'élus parlementaires qui étaient en même temps élus locaux. Mais avec la nouvelle réglementation qui a été mise en place en 2017, les élus nationaux ne sont plus des élus locaux. Certains sont des ex-élus locaux, ils ont encore des souvenirs. Mais par exemple, à l'Assemblée nationale, vous n'avez quasiment pas... les trois quarts des députés, surtout ceux qui ont été élus dans En Marche ou Modem, sont des gens qui n'avaient pas de mandat local avant. Donc ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement, nos députés, au fur et à mesure du temps, vont être complètement déconnectés des réalités locales. C'est bien ça que vous venez de dire. Ah oui, je crois. Je crois que l'avenir, d'ailleurs, de la vie politique française, c'est une vie politique à deux vitesses, où il y aura d'un côté les élus locaux, et de l'autre côté les élus nationaux. Voilà. Et donc, il va falloir lutter encore plus fort, c'est ça que vous voulez dire? Écoutez, je ne sais pas, mais ou alors il faudra donner des pouvoirs vraiment autonomes aux élus locaux. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on dit les élus locaux ont du pouvoir, il faut quand même être un peu sérieux. La France, c'est le pays le plus centralisé d'Europe. Hein, c'est-à-dire que l'État, par exemple, les organes de l'État votent les lois. Hein, l'État vote les lois.
Ensuite, lorsque vous avez voté une loi, le gouvernement prend les décrets d'application. Voilà, le gouvernement prend les décrets d'application. Et les élus locaux, les collectivités locales, prennent des mesures administratives de mise en œuvre des mesures d'application du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir réglementaire résiduel de celui du gouvernement. Mais on n'a pas le pouvoir, tant mieux peut-être, hein, on n'a ni le pouvoir de voter les lois, ni celui même de les appliquer en premier degré. Donc ce qui fait qu'on arrive au troisième sous-sol, si je puis dire, hein, du pouvoir de décision. Donc il va falloir vous unir encore plus fort pour arriver à... Il faudrait qu'on ait une véritable autonomie de gestion, quoi. C'est ça le secret. Hein. Ce que les Corses demandent pour eux, il faudrait qu'en fait tout le monde l'ait. Tout le monde l'ait. Pas seulement les Corses. Restons sur la question des 35% de logements sociaux. Hugues Portelli, si vous voulez bien. Emmanuel Macron, notre président de la République, a rendu hommage au colonel Bertram et aux victimes des attentats de l'Aude, ainsi qu'à Madame Knoll, lâchement assassinée. Il a salué l'esprit de résistance. Que peut-on faire pour lutter contre l'intégrisme musulman et le racisme, vous qui justement y arrivez dans votre ville? Alors quand on y arrive parce que bon, d'abord on connaît bien les communautés qui habitent. Hein. Moi je crois qu'il y a deux sortes de problèmes. Il y a d'abord un problème d'intégration des populations. C'est pas nouveau, hein. Toutes les populations quand elles arrivent, elles doivent s'intégrer. D'abord pour une raison très simple, vous arrivez dans un pays, vous adoptez les cultures, les mœurs du pays. Alors vous avez le droit de garder pour votre vie privée, personnelle, vos histoires personnelles, vos histoires familiales, etc. Mais bon, ce qui s'est toujours passé en France, depuis qui est un pays d'immigration, hein, c'est que les gens venaient, s'intégraient, etc. Là aujourd'hui, on se trouve face à un problème avec certaines catégories de communautés qui ont du mal à y arriver, et du coup les méthodes classiques qu'on utilisait avant par l'école, etc., ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas suffisamment. La deuxième chose qu'il y a à ça, c'est que dans ces catégories, une fraction minoritaire, très minoritaire, hein, parce que parmi elles, il y a d'autres fractions qui elles s'intègrent, qui forment même des classes moyennes, qui sont bourgeois, etc., qui font comme tout le monde, quoi, hein, qui montent dans la hiérarchie sociale avec le temps. Et puis il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Hein, ils n'y arrivent pas pour des tas de raisons. D'abord, il y a une première raison, c'est que les gens qui sont arrivés en France, c'était pas pour ces gens-là, ils n'étaient pas arrivés pour devenir ingénieurs ou chercheurs. Ils étaient venus pour pour travailler dans le travail ouvrier industriel. Or, les 4/5 de ces emplois, aujourd'hui, n'existent plus. N'existe plus. Donc, quand vous êtes jeune, que vous habitez dans une famille, dans un quartier HLM pas terrible, que vous habitez dans une famille où vous n'avez jamais vu vos parents travailler, parce que quand vous êtes né, ils étaient déjà au chômage, hein, et qui n'ont pas de qualification pour trouver un autre travail, ça ne vous donne pas envie vous n'avez pas l'élan, la volonté de faire quelque chose, de réussir. Hein. Ou alors, la plupart du temps, quand ça arrive, ce sont les filles qui y arrivent. Parce que les filles, elles ont envie de s'émanciper, de ne pas être enfermées. Et du coup, d'ailleurs, ça crée des clivages à l'intérieur des familles qu'on constate, nous, hein, entre les filles qui travaillent, qui veulent se libérer, à tout point de vue d'ailleurs, et qui souvent réussissent. Et puis les garçons qui, eux, n'y arrivent pas, y compris parce que dans la culture qui n'est pas spécialement musulmane, mais méditerranéenne, le garçon, il a tous les droits, il est sacré, les parents le protègent, notamment les mères. Et du coup, même s'il ne fiche rien, s'il tombe dans la délinquance, il est toujours protégé. Donc on a des vraies ruptures, sociales et culturelles qui se produisent. Alors, quand vous êtes en rupture, que vous êtes dans des situations d'échec, que vous n'y arrivez pas, vous essayez de trouver des solutions, des explications à ça. Et souvent on les trouve en essayant de se renfermer dans des identités, y compris des identités fictives. Parce que vous allez vous retrouver dans des identités que vos parents et vos grands-parents n'ont pas voulu, hein, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui une bonne partie de ceux qu'on retrouve dans le djihadisme ou dans le radicalisme sont des jeunes qui ont commencé par être des petits délinquants, hein, qui ont commencé par ne pas trouver leur place dans la société, dans le monde du travail ou dans le monde scolaire. Alors donc toute l'activité qu'on doit avoir nous, c'est de lutter contre ça. Et ça passe pas simplement par, bien sûr, il faut faire de la répression quand il en faut. Il faut faire un énorme travail pédagogique, non seulement d'ailleurs en direction de ces jeunes, mais aussi en direction de leur famille. Et puis en direction aussi des autres. Parce que quand on est rejeté, c'est que on peut se rejeter soi-même, hein, se fabriquer soi-même une muraille, puis ensuite on peut aussi se heurter à la muraille que les autres vous font. Hein.
Moi, j'ai été frappé par ça. Je vais prendre un autre exemple, hein, l'exemple des Roms. Je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui détestent le plus ces Roms, ce sont les gens du voyage. Voilà. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas comme eux. Voilà. Ah oui. Et donc, c'est les premiers qui font le travail pour les virer dans les communes quand ils sont implantés. Et alors, en même temps, c'est vrai que c'est très très dur d'intégrer des Roms. Hein. C'est vraiment très très dur parce qu'ils sont depuis des millénaires dans une culture de l'exclusion et de la délinquance qui fait que pour beaucoup d'entre eux, les remettre dans le circuit, c'est un travail de Romain. De titan, oui. Voilà. Donc voilà. Alors, vous avez des cas comme ça, bon, qui sont des cas extrêmes, et puis vous avez les cas où vous avez des gens qui peuvent basculer du jour au lendemain. Alors, il ne faut pas oublier une chose quand même. Hein. Quand vous regardez les statistiques des gens qui ont été condamnés pour des faits de djihadisme, bon, un tiers, ce sont des convertis. Ce sont des convertis, c'est Des vrai. convertis. Les plus, Et donc, les plus ça, sévères, c'est les souvent. plus terribles. Et ça, quand même, ça pose des questions. Ah, moi, je connais des gens, moi, ils ont 2 fils qui sont devenus prêtres et le 3e qui est devenu djihadiste. Bon, même famille, hein, même éducation et tout. Quelque part, ça Ça interroge. interroge. Donc, il n'y a pas de chemin tout tracé qui fait qu'il y aurait tel milieu, etc., qui ferait que vous allez tomber dans la délinquance et ensuite vous ferez un djihadiste, etc. Non. Vous avez aussi ce phénomène des convertis, des jeunes qui se sentent mal dans leur peau pour une autre raison. Alors, certains tombent dans des sectes, d'autres tombent là-dedans. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très complexe et qu'on ne peut pas régler comme ça par des explications simplistes. Ça demande un gros travail. Un très gros travail. Vous Et êtes beaucoup de d'accord temps. avec le maire de Roissy en France qui est venu nous voir ce mardi, monsieur Toulouse. Il faut donc entrer dans les familles. Portez-y, je vous propose une petite pause musicale et on revient toujours sur ce sujet, parler avec vous de vos projets d'avenir pour Hermont. Ah non, mais c'est super passionnant Donc, quand vous voilà, parlez, c'est donc bien. on peut même pas vous interrompre. Je ne Alors, suis pas très conformiste. on va tout de suite parler du projet éducatif parce que c'est ça ça va c'est très bien. bien avec ce que vous venez de dire, voilà. Et puis, tant pis, on parlera pas de l'agenda, vous reviendrez nous en parler une autre fois. On va rentrer un petit peu. Le 21, c'est un phénomène de longue durée. On va rentrer un petit peu dans voilà, c'est ça. On va rentrer un petit peu dans la réforme institutionnelle parce qu'il nous reste que 10 minutes. Après, on passe la parole à nos 2 jeunes et puis je vous redonnerai la parole sans doute pour 1 minute de conclusion. Je serai synthétique sur l'éducation. Alors, si vous voulez qu'on parle des institutions. Non, mais moi, ça m'intéresse beaucoup votre projet éducatif parce que nous, au niveau de la radio, après, on va débriefer. Je vous expliquerai ce qu'on veut mettre en place avec les collèges et les lycées. D'accord. On a déjà parlé aux 2 à Anguin, mais bon, j'ai que 2 bras et 2 jambes. Et parce que moi, c'est du bénévolat ici, je vous expliquerai après. Et ils sont ravis et je voudrais qu'on monte plus haut au niveau de l'éducation nationale, mais c'est dur de trouver la bonne personne. Mais je pense qu'en travaillant avec les proviseurs, ça ira plus vite. Ça va remonter petit à petit. Parce que je pense qu'avec la radio et puis les élèves, on a des choses à faire ensemble. Mais moi, je prends des stagiaires de 3e et ils font l'info super bien. Hein. Donc, quelquefois, il y en a certains, il faut les recadrer, mais il y en a certains, je n'ai rien à faire. Il y en a même, ils écrivent mieux que moi. C'est formidable. C'est vrai, il y en a qui sont épatants. Merci. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Vous avez assez respiré? Parce que nous sommes toujours sur EDFM avec Hugues Portelli, le maire sénateur d'Hermont, enfin ancien sénateur. Alors nous parlions de la famille, des projets éducatifs et justement vous avez un beau projet d'avenir pour Hermont, c'est un projet éducatif. Alors de quoi s'agit-il? Nous avons, c'est un peu usurpé ce qui est une initiative de l'éducation nationale. Alors c'est vrai que depuis maintenant pas mal d'années, nous avons monté sur la ville beaucoup d'opérations qui nous permettent d'intervenir dans 2 domaines principaux. Le premier domaine, c'est mettre la culture au service de l'éducation. Et donc, on a commencé comme ça, il y a déjà une quinzaine d'années, en introduisant des cours de danse, de musique, d'art plastique, de théâtre dans les écoles, payés par la ville. Au début, on l'a fait dans le temps scolaire, on le fait toujours dans le temps scolaire, mais aussi à côté. Et puis, on a continué comme ça, on a lancé avec 5 autres villes le projet Demos, qui est un projet qui vise à regrouper des enfants des cités pour leur apprendre la musique classique en orchestre. Donc c'est avec la Philharmonie de Paris, ça marche très très bien. Ça marche tellement bien d'ailleurs que la Philharmonie nous a demandé d'en faire un nouveau. Donc l'orchestre, ça se termine en octobre.
Donc du coup, les enfants qui, depuis 3 ans, ont appris la musique et qui jouent d'ailleurs ensemble. Donc là, on a ils sont en tout 105, et rien que sur un mot, il y en a une trentaine. Et donc ils vont arrêter l'orchestre proprement dit, mais ils vont continuer, ils vont être intégrés au conservatoire de musique d'Amont gratuitement, puisqu'ils n'ont pas les moyens. Donc la ville va prendre en charge leur inscription et tous les frais. Et ils vont continuer comme ça. Et on a un nouvel orchestre qui va démarrer à la Toussaint, pour 3 ans de nouveau. Voilà. Vous voyez, ça c'est une première branche, la culture au service de l'éducation. Et puis la deuxième branche, c'est tout ce qui concerne tout ce que j'appelle les sorties de route. Tous les gosses qui sortent du système, du fait de l'exclusion, du fait de l'échec scolaire, etc. Donc là, depuis des années, on a monté tout un réseau de soutien scolaire. Et là maintenant, on a 2 initiatives qui ont commencé. L'une a commencé, l'autre démarre là maintenant. Celle qui a commencé, c'est ce qu'on appelle l'opération des 40. On fait sélectionner par alors ça concerne les dernières années de primaire et les années de collège. On fait sélectionner par les profs d'école les enfants les plus en difficulté. Pour des tas de raisons, qui ne sont pas forcément économiques, mais peuvent être aussi psychologiques, handicap, etc. Et ces 40-là, on leur assure un suivi personnalisé, individuel, pour une période qui va de 6 à 18 mois. Et on s'appuie sur l'association Clé, qui s'occupe de lutte contre l'illettrisme, qui s'occupait des jeunes adultes, et là on leur a demandé de descendre un bon cran pour s'occuper des préadolescents. Voilà. Et puis on va démarrer sur un mont, une chose qui existe déjà dans 3-4 communes du Val d'Oise, l'école de la deuxième chance. Donc voilà, on a signé avec eux, et l'idée c'est que alors, ceux qui sont dans les 14-17 ans, qui sortent du système, mais dont on sait qu'ils ne reviendront pas, eh bien on les rentre vers la préparation à l'emploi, avec l'apprentissage, etc. Donc, voilà. Donc ça c'est les 2 grosses opérations qu'on fait, et avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la maison de santé, la maison d'arrêt, je veux dire. Donc la prison en complément. Voilà, en complément. Et donc il y a un mois, un peu plus d'un mois, l'inspecteur d'académie est passé me voir. Le Dazen, puisqu'il s'appelle comme ça. Voilà. Donc il est très sympa d'ailleurs. Il a un côté intéressant en plus, en dehors de ses qualités personnelles, c'est que c'est quelqu'un qui ne vient pas de l'éducation nationale. Donc il n'est pas enfermé dedans. Moi qui suis de l'éducation nationale, je peux en parler librement. Et donc il nous a proposé une convention pilote pour la ville d'Amont de 3 ans, qui démarrera en septembre, et qui a pour but de mettre en commun les moyens de l'État et les moyens de la ville pour avoir un projet éducatif global, qui irait de la maternelle jusqu'à Bac+3. Alors, moi j'ai évidemment été passionné par ce projet pour une raison très simple, c'est que nous on fait le maximum de ce qu'on peut sur notre domaine, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires. C'est plus dur avec les collèges et lycées, parce que le collège c'est le département, le lycée c'est la région, etc. Et puis donc on a moins de contact avec eux, même si on en a, parce qu'on a sur des choses hors temps scolaire, on s'occupe aussi des échanges linguistiques avec les enfants, y compris en proposant, par exemple, c'est la ville qui finance des cours de chinois, mandarin depuis maintenant 2 ans, dans les écoles. Mais l'idée c'est que on mette nos moyens en commun et qu'on avance là où on est faible, qu'on mette le paquet sur certains domaines. Je pense par exemple encore plus renforcer tout ce qui est les aides à tous ceux qui sortent de la route, pour les suivre vraiment, les accompagner, travailler sur l'orientation, qui est un vrai souci. Alors nous on accueille le CIO, la mission locale à Amont, mais bon on voudrait bien que ça ne soit pas uniquement de l'accueil, mais qu'on travaille ensemble. Et puis le troisième domaine dans lequel j'aimerais qu'on s'investisse beaucoup plus encore, c'est l'école des parents. Parce que bon, moi je peux vous dire, je vous donne un exemple. Pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, rentrer un peu plus dans les familles. Ouais, on a monté un conseil des droits et devoirs des familles, et on reçoit les parents d'enfants qui ont fait des grosses bêtises. Je peux vous dire que les parents des gosses qu'on reçoit, les 3/4 du temps, c'est chez eux qu'il y a le problème. Les enfants, bon, évidemment, ils peuvent avoir des rappels à un moment donné, mais le problème numéro 1, les 9/10 du temps, c'est un problème familial. Éclatement des familles, fait que les familles ne sont pas là, physiquement. Ou alors qu'elles n'ont pas le temps ou la volonté de s'occuper de leurs enfants, etc. Et il est vital de s'occuper des parents. Si on veut régler le problème des enfants, il faut d'abord commencer par régler le problème des parents.
Donc voilà 3 pistes sur lesquelles Alors, on ces a 3 travaillé. pistes, elles démarrent, c'est pour quand? Donc, il y en a Écoutez, quelques-unes qui démarrent maintenant, l'objectif vous c'est de avez dit. signer la convention en juin et de démarrer en septembre. Donc, dès septembre prochain, En toutes 3 ans. ces écoles, à la fois l'école des parents et l'école des enfants, seront ouvertes. Et donc, chaque Là, Hermontois... en ce moment, on est encore en train de cogiter. Hein. Voilà, c'est Mais encore bon, des prémices moi, je suis pas du genre à cogiter 50 ans. cogiter Je longtemps. suis plutôt dans l'action. dans l'action. Donc, on réfléchit, on agit en même temps. Pour que et puis tout on soit corrige. prêt pour septembre. Voilà. Voilà, donc beaucoup de travail. Merci beaucoup Hugues Portelli. Je vous redonne la parole tout à l'heure en fin d'émission on va parler de la réforme institutionnelle ensemble. Mais tout d'abord, on va laisser la parole à nos 2 startups du jour. Tout d'abord, Benjamin Rivaud. Alors, Angeldom, vous proposez Angeldom depuis peu de temps. Qu'est-ce que vous nous proposez à nous, les citoyens qui ont des problèmes de santé finalement? Bonjour à tous. Donc on s'est aperçu, la population actuellement vieillit de plus en plus, et donc on se retrouve avec une problématique aussi de désertification médicale sur les territoires et de non-visite finalement de nos aînés au domicile. Enfin, Donc, de non-visite médicale tout court. Hein. C'est non-visite. fini, plus personne ne peut C'est ça, aller... plus personne n'y va. Donc il faut bien trouver des solutions. Et donc on a monté donc Angeldom sur 2 volets. Un volet où bien sûr l'humain doit rester la priorité. Donc on monte des cellules de coordination finalement, puisque la coordination malheureusement n'est pas encore professionnalisée. Et malheureusement c'est ce qui manque sur tous nos territoires. Donc cette coordination se fera par des médecins coordonnateurs, des infirmières coordinatrices qui viendront effectivement au domicile évaluer les besoins finalement des gens fragilisés et puis permettre en fait des plans de soins adaptés avec même des réadaptations des logements. Pour ça, on a maintenant la technologie et donc on a monté avec des partenaires un logiciel médical partagé, donc un dossier médical partagé qui sera médico-social, qui permet de pouvoir se connecter entre professionnels à la fois médical mais aussi paramédical et permettre en fait une liaison qui n'existe pas actuellement entre les médicaux et les paramédicaux, et ce qui est vraiment dommageable en fait sur cette prise en charge, et puis avoir accès à une plateforme médicale 24 heures sur 24 qui a accès à ce dossier médical qui est renseigné quotidiennement et donc qui nous permettent aussi d'éviter finalement ces envois aux urgences intempestifs et qui souvent finalement bloquent et engendrent des grosses problématiques à l'hôpital. Alors pour nous, l'usager, le citoyen, comment on fait? C'est nous on va sur Internet et on télécharge quelque chose, ou sur notre téléphone on a une application? Comment fait-on? En fait, c'est toute la grande histoire, c'est qu'effectivement on va voir les ARS, donc les agences régionales de santé, la sécurité sociale. On aimerait bien finalement que ça soit de bien public, puisque finalement c'est quand même aider tous nos concitoyens. La problématique, c'est que pour l'instant, il faut montrer que macroéconomiquement, c'est rentable. Ce qu'on ne doute pas du tout, puisqu'on va éviter les hospitalisations, les envois, la prise en charge des ambulances, puisque maintenant il y a des startups où vous faites des radios au domicile. Donc vous imaginez bien les gains gagnés qu'il existe. Donc pour maintenant s'inscrire pour le moment, c'est que cette coordination, on le fait malheureusement payer aux patients. Donc c'est le patient qui s'abonne finalement. Qui s'abonne mensuellement. Mais alors comment on fait? On va sur Internet. On va sur Internet. On tape quoi? On tape www.angeldom.fr et voilà. Puis on a toutes les explications donc, sur le site on arrive Internet. sur Internet et on nous propose finalement un suivi à domicile moyennant finance. Ça coûte combien donc? Tout à fait. En moyenne, puisqu'en fait il y a 3 types d'abonnements, mais en moyenne c'est à peu près 200 € par mois. 200 € par mois, il faut compter pour avoir accès alors à quel type de soins médicaux? Alors, c'est pas des soins médicaux, nous ou de suivi médical, pardon. En fait, nous on coordonne finalement cette prise en charge, c'est-à-dire que on va venir au domicile faire l'évaluation des besoins et donc monter un plan de soins pour le patient. Donc, est-ce qu'il y a nécessité d'un passage d'une auxiliaire de vie, d'une infirmière, d'un kiné? Et donc après, nous, notre rôle, une fois qu'on aura défini ça, c'est de pouvoir coordonner avec le pharmacien, les infirmiers, les médecins libéraux, parce qu'on coordonne les soins qui existent sur le territoire. On ne va pas créer des soins, il en existe. Et donc, le but, c'est de bien monter toute cette partie en fait de coordination liaison entre tous les corps médicaux, voilà. Et dont donc, la personne a besoin. Notre rôle, c'est d'écrire ce dossier médical qui est sur le web, donc accessible à la fois dans tous les cabinets médicaux par le médecin
qui, avec son code, va pouvoir finalement rentrer dans ce dossier et l'informer, faire des ordonnances que le pharmacien pourra récupérer aussi de son ordinateur, puisqu'on va bientôt arriver, bien évidemment, dans les signatures électroniques. Donc, il n'y aura plus besoin forcément de l'avoir d'une signature manuscrite. Alors, ça peut être aussi des dentistes qui interviennent, pas forcément des généralistes. Un de nos associés, en fait, donc j'ai Nicole Jacquin-Morin qui est effectivement gériatre, mais j'ai aussi un dentiste, donc le docteur Baranès, qui lui est formateur en fait dans tout ce qui est prise en charge aussi de la gérontologie. Et donc notre but, c'est d'amener évidemment tout ce qui est objet connecté au domicile. Donc cette plateforme, nous aussi on propose le pouvoir de suivi des pathologies chroniques grâce à ces objets connectés qui ont un intérêt vraiment majeur. Voilà, donc vous n'avez plus maintenant qu'à aller voir tous les médecins pour leur faire connaître cette plateforme afin que tous ceux qui veulent être suivis à domicile puissent s'abonner à votre service. Merci beaucoup. Merci Benjamin Rimaud. Vous viendrez nous redire prochainement quand vous aurez avancé au niveau de ce développement entre guillemets commercial. Merci. On va tout de suite passer la parole à donc la seconde start-up du jour, c'est Masque Génération. Alors, vous concevez des masques qui sont thermoformables. Alors, Simon Saut, comment vous est venue cette idée de masque thermoformable? Bonjour. Alors, en fait, l'idée, elle a démarré en 2015. On a eu des alertes de pollution à répétition. Et à l'époque, je travaillais encore dans le droit de l'énergie et de l'environnement, puisque j'étais juriste à la Défense. Et en plus, je suis motard, donc je prenais tous les jours ma moto pour aller au travail. J'ai pu me rendre compte assez rapidement que j'avais des problèmes, justement, respiratoires à cause de la pollution, alors qu'auparavant, je n'avais pas de soucis. Donc, naturellement, j'ai cherché une solution pour me protéger. Et je me suis trouvé face à deux solutions. La première, c'était des masques blancs stigmatisants qu'on peut trouver dans des magasins de bricolage. Hein, ou de pharmacie. Ou de pharmacie, effectivement. Et la seconde, c'était des masques urbains, puisque ça existe, mais qui n'avaient pas d'efficacité certifiée. Et en termes de design, il y avait encore des progrès à faire. En me renseignant autour de moi, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à souffrir de ce type de problème et à être inquiet. Et donc, on a décidé de partir sur un projet en développant un nouveau type de masque. On a immatriculé l'entreprise en 2016 et après 2 ans de recherche et développement, effectivement, on a développé un nouveau type de masque. Alors, il est thermoformable, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La thermoformabilité, en fait, permet 2 choses. Elle permet à la fois de renforcer l'efficacité du masque, puisqu'il s'adapte de façon étanche à votre visage, mais elle permet aussi d'améliorer le confort, puisque là, vous n'avez plus de point de pression, le masque est conçu pour vous. Oui, alors expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que malheureusement, on ne peut pas les montrer à la radio. Donc en fait, on met ce masque devant soi, et avec un séchoir à cheveux, c'est bien ça la première fois. Voilà, expliquez-nous comment ça marche. 10 secondes de sèche-cheveux sur le système de mousse thermoformable qu'on a conçu. Ça permet après, vous appliquez le masque sur votre visage, il va prendre exactement votre morphologie. Vous n'avez pas besoin de le rethermoformer les jours suivants puisqu'il va conserver cette forme. Si vous l'avez mal fait, vous pouvez à nouveau chauffer la mousse pour rethermoformer le masque de la bonne façon. Voilà, et l'avantage c'est que ça n'appuie pas sur le nez parce que et donc c'est beaucoup plus, ça permet de pouvoir respirer normalement. Le confort est vraiment renforcé. Hein. Les premiers tests qu'on a fait, ça a permis vraiment de prouver que le confort était renforcé, mais également l'efficacité, puisqu'en termes de filtration, hein, puisque c'est ce qui est important et de fuite vers l'intérieur, puisque les particules doivent passer par la membrane filtrante. On a également amélioré l'existant. Voilà, ce qui est particulier dans votre masque, c'est qu'il y a un filtre. C'est ça dont on aimerait que vous nous parliez. Alors, le filtre a une particularité, c'est qu'il est amovible, puisque malheureusement, il est assez rapidement saturé en ville. Et donc, le but, c'est de conserver son masque avec une efficacité tout optimale. Donc, on a un filtre qui se change. Il a une durée de vie d'à peu près 8 heures. Moi, par exemple, j'utilise un filtre par semaine. Ce filtre, une fois qu'il est saturé, bien évidemment, on le change assez facilement. Et pour pouvoir permettre justement d'améliorer l'utilisation du filtre et savoir quand est-ce qu'on doit le changer, puisque par exemple, le filtre, on ne voit pas quand est-ce qu'il est saturé, il ne devient pas noir. Sinon, c'est vraiment, on a emmagasiné ou on a respiré vraiment beaucoup de particules fines. Donc en fait, si on retire son filtre et qu'il est noir, c'est qu'on ne l'a pas changé suffisamment tôt et que les particules, elles sont parties dans nos poumons. C'est qu'on ne s'est pas protégé, hein. C'est qu'on a vraiment ingéré beaucoup de particules nocives. Donc en fait, on développe il ne faut pas attendre qu'il devienne noir, c'est ça qu'il faut dire aux utilisateurs. Il faut le changer vraiment régulièrement, toutes les semaines. Voilà, c'est ça. Et pour savoir quand changer son filtre et que ça soit assez facile et pas qu'on ait besoin de marquer partout dans son agenda, en fait, on développe une application Masque Connect qui permet à l'usager de savoir
soit en temps réel déjà la pollution qu'il va traverser, mais également quand est-ce qu'il est temps de changer son filtre. On a intégré d'ailleurs depuis peu Prevent to Care Lab, qui nous permet d'avoir un accompagnement. Alors ça, c'est un intensif. incubateur, on va expliquer à nos auditeurs, c'est un incubateur qui vous offre des possibilités de développement, c'est bien ça? Voilà, alors c'est un incubateur spécialisé dans le domaine de la santé et de la prévention notamment, et qui nous permet à la fois d'avoir un accompagnement intensif puisqu'on est une jeune entreprise, mais on a également la chance de pouvoir travailler avec la Fondation Ramsay, qui est une structure qui regroupe beaucoup d'hôpitaux, et donc on peut échanger et travailler avec des médecins, notamment pour améliorer notre application vis-à-vis des patients. Ce qui fait que vous avez tout de suite un débouché commercial et c'est ça l'intérêt pour vous, j'imagine. Alors ça coûte combien et où trouve-t-on ces masques? Alors le masque est actuellement encore pendant quelques semaines en prévente via notre site www.masquegeneration.com. Masque, ça s'écrit M-A-S-K. M-A-S-K et Génération, tout attaché. Et par la suite, il va être en vente à travers notre site, mais il ne sera plus en pré-vente, et des points de distribution, notamment des magasins de cyclistes et de motos. Vous ne visez pas les pharmacies ou les parapharmacies, vous visez vraiment les magasins de motos et de cyclistes? Alors effectivement, actuellement, on travaille donc, comme je vous ai dit, avec la Fondation Ramsay, et notre but, c'est de pouvoir proposer un équipement de protection design, puisqu'on souhaite faire du masque un accessoire du quotidien, justement à travers tout cet aspect design. Et notre but, c'est de pouvoir aussi préserver certains patients qui ont besoin de porter des masques. Alors notamment, il y a des malades de la mucoviscidose, mais d'autres pathologies. Merci beaucoup Simon Saut. Alors juste une petite info, vous me disiez tout à l'heure avant l'émission que quand on porte ce masque, en fait c'est dans la voiture qu'on a le plus de particules nocives. Je ne vais pas donner trop de chiffres pour ne pas vouloir être anxiogène, mais il faut savoir que... Je me suis un peu interrogée. Il faut savoir que c'est malheureusement les décès prématurés dus à la pollution en France, c'est la 3e cause de mortalité après l'alcool et le tabac, que ça représente 5 fois plus de décès que les accidents de la route, 48 000 morts l'an passé, selon l'Agence de santé publique. Et au niveau mondial, les chiffres de l'OMS, c'est 7 millions en 2015. Donc c'est un vrai fléau de santé publique. Et quand on voit les efforts qui sont faits, notamment pour réduire le nombre de décès sur la route, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la prévention pour préserver efficacement nos concitoyens, effectivement. Merci beaucoup Simon Saut. Alors je rappelle les 2 startups du jour, c'est Angel Dome, A-N-2-G-E-L, Dome sur Internet pour un suivi médical. Et puis pour des masques anti-pollution, c'est masque M-A-S-K génération.com aussi. En tout de suite une petite pause musicale et après il nous reste 3 minutes pour conclure avec Hugues Portelli, le maire d'Ermont. Quand il y a eu la grippe aviaire, on avait acheté 8000 masques. Qu'on a acheté au bout de 6 mois parce qu'ils étaient périmés. C'est périmé. Bien sûr, complètement. Mais le consigne. Personne ne l'a utilisé, on les a pas balancés. C'est le problématique. Le problème aussi qu'il y a, c'est que les gens ne changent pas suffisamment les filtres de voiture. C'est ça. En fait, au bout de quelques mois, ils sont déjà saturés. Et en fait, il faudrait obliger les gens à changer de filtre. En même temps, il faudra des détecteurs sur la voiture qui permettent de dire qu'il faut changer votre filtre. Parce que on va jamais avoir le temps de dire tout ça. Quand il y a eu la fameuse Qu'est-ce que c'est comme titre? Qu'est-ce que c'est comme titre? Nous, on a eu plus de morts d'asthme. Il s'appelle comment? Les sables mouvants. Ah oui. Qui étaient morts de crise d'asthme. Beaucoup plus, mais sauf que ça n'a pas été recensé à l'époque. Ouais. Et ça aurait dû l'être. Parce que nous, on a été frappés de ça, on a vu des enterrements. On y retourne? Comment ça se fait? Oui, il faut qu'on y retourne là. Allez, c'est reparti, parce que je vois qu'il nous reste que 3 minutes 40, donc on a 2 minutes pour conclure. Allez, on y va. Voilà, c'était Arcadiane, les sables mouvants. Hugues Portelli, hier, donc la réforme institutionnelle a été présentée par notre Premier ministre. Alors, une surprise ou rien de nouveau pour vous? Écoutez, d'abord, tout président de la République qui se respecte se croit obligé de faire une révision constitutionnelle quand il arrive. Donc, Emmanuel Macron, il fait comme tout le monde. La deuxième chose, c'est que dans la révision constitutionnelle, il y a la moitié des choses qui ne relèvent pas de la Constitution. Ce qui relève de la Constitution, ce sont des queues de réformes qui traînent depuis des années. Par exemple, supprimer les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel. Oui, sous Sarkozy déjà, on en parlait. Ça fait longtemps que je vais essayer de le faire passer à l'époque. La Cour de justice de la République, plus de Cour de justice spéciale pour les ministres, ça c'est bien. Voilà. Le fait qu'on modifie également les fonctions du Conseil supérieur de la magistrature pour mettre le parquet au rang des magistrats, comme le demande la Cour européenne des droits de l'homme, ça c'est normal. C'est obligatoire. On y rajoute 2 bricoles. Une première sur la Corse, qui plaira pas aux Corses. La Corse trouvera sa place dans la Constitution. Oui, mais elle aura sa place, mais pour rien dire, donc, quasiment. Donc, ce qui fait que les nationalistes sont pas contents.
Et puis deuxièmement, on va mettre la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, ce qui est une disposition Oui, on juridique va modifier l'article purement 34. décorative, quoi. Bon, Et voilà. puis, ajouter sans doute un service national universel, vous y croyez? Alors que, non, pas du tout, Chirac parce qu'on n'a pas l'avait de quoi les supprimé. payer. On n'a pas de quoi les C'est payer. bon, bon. ça ira. Alors, donc, du coup, reste la loi ordinaire, c'est-à-dire une Loi baisse de organique d'abord, 30%. loi organique. Loi organique. C'est diminuer le nombre de parlementaires. Voilà. Bon, comme dans la 30% de Constitution, députés et de sénateurs. la Constitution dit quel est le nombre maximum pour nous avoir députés ou de sénateurs. Bon, donc on va mettre un minimum dans la loi organique. Et en fait, entre nous, on va revenir aux chiffres qu'avait la Ve République à ses débuts. Parce que au début de la Ve République, il y avait 420 députés, pas plus. Simplement, pourquoi on est passé à 577 ? C'est lorsque François Mitterrand a introduit la proportionnelle, il a augmenté d'un seul coup de 150 le nombre de députés. Et lorsque Jacques Chirac est revenu au scrutin majoritaire, pour pas fâcher ses amis, il a gardé le chiffre. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors, Et dernière interdiction, c'est le cumul des mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats. Donc vous, Oui. qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben moi, de toute façon, j'avais décidé de m'arrêter en 2020, alors donc c'est pas un problème, puisque les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, comme chacun le sait. Donc moi, j'avais dans mon Dans votre projet idée, c'était de vous personnel, arrêter. j'arrêtais en 2020, donc ça me dérange pas personnellement. Bon, il faut savoir que dans les pays voisins, dans la plupart des pays voisins, le nombre de mandats locaux est limité en temps. Et donc, vous faites 2 mandats de maire ou 2 mandats de conseiller départemental, et puis vous faites autre chose après si vous avez envie. Mais, et en plus, pour des mandats plus courts. Hein, nous, c'est 6 ans. En Allemagne, par exemple, c'est 4 ans. Hein. Donc, je dirais que c'est pas original de faire ça. Simplement, il faut quand même savoir une chose, c'est que dans un pays comme le nôtre, où les partis n'ont pas d'adhérents, et où la démocratie locale repose sur les élus, c'est peut-être pas forcément une bonne idée que de renvoyer à la vie privée un certain nombre d'élus bénévoles qui font ça pour rendre service, rien de plus. Merci beaucoup Yves Portelli. Vous reviendrez nous donner votre sentiment un peu plus tard. En tout cas, on a compris que pour vous, la réforme institutionnelle, c'était beaucoup de bruit pour rien. À demain. Presque. À demain. À demain, nous serons avec Marc-Antoine Jamet, le président du pôle de compétitivité de l'industrie de la cosmétique, Cosmétique Valais. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, j'adore comment vous parlez, c'est super. Je vous donne tout ça. Bah alors. C'est vrai qu'en termes de réforme institutionnelle, comme vous dites, chaque président a besoin de son. Non, mais bon, ça fait partie d'un com.